de quartier. Germaine, elle, semblait nager dans son élément, au cœur du tourbillon qu'elle avait elle-même engendré. Chapitre 3. Le silence qui suivit le départ fracassant de Bruno et Geneviève était lourd, seulement interrompu par le tic-tac monotone de l'horloge de la cuisine et le sifflement lointain des bouilloires. Germaine Lebrun restait plantée au milieu de sa cuisine, son éternel chiffon à la main, et l'air un peu perdu pour une rare fois dans sa vie. Mais chez les Lebrun, le calme n'était jamais qu'un entracte entre deux actes de vaudeville. Elle jeta un coup d'œil vers le salon où elle ancêtre, remis de ses émotions médicales, semblait s'être rendormie. Germaine soupira et elle s'adressa au vide. « Ils sont tous pareils, murmura-t-elle. Tu leur donnes le sein, tu leur changes les couches, et dès qu'ils ont 33 ans, ils veulent de ménager avec une fille qui ne sait même pas faire une sauce à spaghetti correcte. » Elle secoua la tête, outrée par la perspective que son fils puisse un jour manger des pâtes trop cuites ailleurs que sous son toit. Carole revint dans la pisse, ses livres de psychologie serrent contre elle. « Maman, tu as encore tout gâche, dit-elle d'un ton las. Germaine se redressa immédiatement, retrouvant sa verve habituelle. « Moi? Tout gâche? J'y ai essayé de les aider. J'y ai offert des biscuits, Carole. Des biscuits faits avec mes propres mains. Si elle ne peut pas gérer un biscuit, comment va-t-elle gérer un homme comme mon Bruno? » Carole s'assit à la table, ignorant la logique circulaire de sa mère. « C'est précisément cela le problème, maman. Tu ne les laisses pas respirer. En psychologie, on appelle cela une personnalité envahissante. » Germaine ricana en replaçant une chaise. « Envahissante? Moi? C'est la meilleure. Si je n'étais pas envahissante, cette maison serait une succursale de la décharge municipale et vous seriez tous en train de porter des vêtements sales depuis 1998. » Elle s'arrêta un instant, pensive. « Dis-moi Carole, ton cours de psychologie là. Ils expliquent pourquoi les hommes sont tous des pervertis? » Carole leva les yeux au ciel pour la 10e fois de la journée. « Maman, tous les hommes ne sont pas des pervertis. » Germaine fit une grimace de doute profond. « Ah oui? Et Monsieur Dufour alors? Celui qui vient aux marches chaque mercredi pour tâter les melons des hauts en faisant des clins d'œil? C'est de la psychologie, ça? » La porte des entrées s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Margot, et l'amie de toujours de Germaine. Margot était le miroir déformant de Germaine, un peu plus fragile, un peu plus nerveuse, mais tout aussi colorée. « Germaine! » cria-t-elle en entrant. « Tu ne devineras jamais ce qui t'arrive en venant ici. » Germaine l'installa immédiatement devant une tasse de café. « Raconte Margot, ne nous fais pas languir. » Margot prit une grande inspiration, ses mains tremblant légèrement. « J'y étais dans l'autobus, tranquille, quand j'y ai vu un homme. Il me regardait d'une façon bizarre. » Germaine se pencha en avant, et l'œil brillant. « Un perverti? Je le savais. » Margot hocha la tête vigoureusement. « Oui. » Il tenait son journal, mais il ne lisait pas, Germaine. Il me fixait comme si j'y étais une tarte aux pommes sortant du four. Et là, il a commencé à s'approcher. Carole essaya d'intervenir. Peut-être qu'il cherchait juste une place assise, Margot? Mais Germaine la fit taire d'un geste autoritaire. « Laisse-la parler, Carole. C'est une affaire sérieuse. » Margot continua son récit, ajoutant des details de plus en plus dramatiques au fur et à mesure que Germaine l'encourageait. « Heureusement, j'y avais un cadeau dans ma sacoche, Germaine. Le petit appareil que tu aimes à donne. » Carole fronça les sourcils. « Quel appareil? » Germaine sourit fièrement. « Un pistolet taser, ma chère. Pour la défense personnelle. On ne sait jamais sur quel genre de fou on peut tomber en allant acheter du lait. »« Maman? Tu as donné un taser à Margot? » s'exclama Carole, horrifiée. Germaine haussa les épaules. « Il vaut mieux prévenir que guérir. Imagine si ce type avait essayé de lui voler son sac ou pire, de lui proposer un rendez-vous galant. » Margot semblait maintenant plus calme, rassurée par le soutien de son amie. « Je ne les pas utilise, précisait-elle, mais je l'avais bien en main.
Je sentais la puissance de l'électricité entre mes doigts. Germaine hocha la tête avec approbation. C'est ça qu'il faut, Margot. Il faut leur montrer qu'on n'est pas des proies faciles. Carole, désespérée par la tournure des événements, décida de changer de sujet. Et le grand-papa? Comment va-t-il après le passage du docteur? Germaine jeta un coup d'œil vers le salon. Oh, il est toujours là. Le docteur veut qu'on l'emmène à l'hôpital pour des tests plus sérieux. Il dit qu'il faut explorer la cavité. Carole grimaça. Quelle cavité? Germaine fit un geste vague. Je ne sais pas trop, mais à son âge, il y a plus de cavité que dedans. Le docteur pense qu'il cache des gaz de schiste là-dedans tellement il fait de bruit la nuit. La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Germaine décrocha avec sa brutalité habituelle. Allô? Lebrun a l'appareil. Oui? Ah, c'est vous, docteur? Quoi? Le formulaire? Elle se tourna vers Carole, la main sur le combine. Il dit que le grand-papa assigne un formulaire de don des organes. Elle reprit le téléphone. Docteur, vous rigolez? À son âge, ses organes sont comme des antiquités. Si vous donnez son cœur à quelqu'un, le pauvre type va se mettre à réclamer sa pension de vieillesse le lendemain. Elle raccrocha en riant de sa propre blague. Le don des organes. Imaginez la tête du chirurgien en ouvrant la boîte. C'est une farce, Margot. Une farce. Mais au fond d'elle, Germaine ressentait une pointe d'inquiétude. La vieillesse de l'ancêtre lui rappelait sa propre mortalité, une pensée qu'elle chassait aussitôt à coups de balai et de remarques acerbes. Car chez Madame Lebrun, on n'avait pas le temps de mourir, on avait trop de ménage à faire. Chapitre 2. Le silence qui suivit est l'entrée de Bruno et n'était interrompu que par le tic-tac de l'horloge de la cuisine, un son qui semblait marteler l'importance de l'instant. Germaine posa son plumeau, ses yeux scrutant chaque micro-expression sur le visage de son fils. Elle savait que pour Bruno, Geneviève n'était pas seulement une petite amie, c'était une promesse d'avenir, même si Germaine trouvait cette promesse un peu trop bruyante à son goût. Bruno s'assit lourdement à la table de bois, la même table où il avait fait ses devoirs et où il avait pleuré ses premières écorchures aux genoux. Il expliqua, d'une voix étouffée par l'émotion, que Geneviève avait décidé de rompre. Germaine, fidèle à elle-même, ne put s'empêcher de lâcher un petit commentaire sur le fait que l'écurante était toujours celle qui partait la première. Mais en voyant la douleur sincère dans les yeux de son fils, elle adoucit immédiatement le ton. Elle lui proposa un petit café, la panacée universelle chez les Lebrun pour tous les maux de l'âme. Bruno, cependant, n'était pas des humeurs à discuter. Son repos était terminé et il devait retourner au restaurant où il travaillait. Germaine, ne voulant pas le laisser partir le ventre vide ou le cœur lourd, insista pour qu'il prenne un biscuit. Elle vantait ses pâtes douces, des biscuits dont elle seule avait le secret, affirmant qu'ils avaient le pouvoir de guérir même les ruptures les plus amères. Elle regarda son fils s'éloigner, se demandant ce qu'elle pourrait bien faire pour arranger cette situation. Se mêler des affaires des autres était sa spécialité, surtout quand cela concernait le bonheur de ses enfants. Pendant ce temps, Carole revenait de son verre tranquille, ou plutôt de ce qu'elle espérait être une soirée apaisante. Elle trouva sa mère en train d'étudier ses propres livres de psychologie. Germaine, avec sa curiosité insatiable, avait décidé que si la science pouvait aider ses enfants, elle deviendrait la plus grande psychologue de Montréal en une soirée. Elle complimenta Carole sur sa persévérance, notant qu'étudier tout en travaillant comme serveuse était une preuve de caractère exceptionnel. Elle ajouta, avec une pointe de fierté maternelle, que l'homme qui réussirait à lui mettre le grappin dessus serait le plus heureux au monde. La conversation tourna rapidement autour du cas de Bruno et Geneviève. Carole, plus rationnelle, conseilla à sa mère de ne pas s'en mêler. Elle savait que les interventions de Germaine, bien que partant d'une bonne intention, finissaient souvent en catastrophe monumentale. Mais Germaine n'était pas du genre à rester sur la touche. Elle se voyait comme une leader, comparant son rôle à celui des grands dirigeants mondiaux, même si ses références géographiques étaient parfois un peu approximatives.
La soirée fut interrompue par les plaintes de Grand-Papa. À 92 ans, il affirmait ne pas se sentir bien. Germaine, avec son humour noir habituel, lui rappela que c'était normal de ne pas être en pleine forme à cet âge-là. Pourtant, Carole s'inquiéta. Elle suggérait d'appeler le docteur Lépine. Germaine grimaça à cette idée, rappelant que ce médecin chargeait 100 piastres sous la table. Elle plaisanta sur le fait que le grand-père commençait à coûter cher, tout en précisant qu'au moins, il était assuré pour ses funérailles. Finalement, le docteur Lépine fut appelé. Il arriva avec sa sacoche de cuir usé, prêt à affronter l'énergie débordante de Germaine. L'examen de Grand-Papa tourna rapidement à la comédie. Le docteur demanda des échantillons de sel et des urines, ce que Germaine traduisit à son beau-père de manière très directe en disant que le médecin voulait ses bobettes. La situation devint encore plus absurde quand le docteur demanda à prendre la température rectale de Grand-Papa. Germaine, toujours prête à aider, s'improvisa assistante médicale. Elle s'approcha du vieil homme avec un sourire malicieux, lui annonçant que le docteur allait lui faire une petite surprise. Grand-Papa, l'air un peu égaré, ne semblait pas réaliser ce qui se tramait. Soudain, dans un moment de confusion totale et de maladresse comique, le thermomètre disparut. La panique s'installa, mais une panique joyeuse et absurde. Le docteur Lépine, visiblement de passe par les événements, déclara qu'il fallait explorer la cavité et que cela pourrait nécessiter des tests plus approfondis, comparant presque la situation à une recherche de gaz de schiste. Germaine, hilare, ne put s'empêcher de comparer le docteur Lépine à des autres médecins de sa connaissance, le surnommant le docteur Doufocal. Elle regarda Grand-Papa, qui semblait maintenant s'habituer à sa situation, et plaisanta sur le fait qu'il partait pour l'hôpital et qu'il ne reviendrait peut-être pas de sitôt. Au milieu de ce chaos médical, la vie continuait de suivre son cours imprévisible chez les Lebrun. Germaine restait le capitaine de ce navire un peu fou, naviguant avec un rire sonore et un sens de la repartie qui ne faiblissait jamais. Elle savait que chaque jour apportait son lot de défis, mais elle était prête à les relever, un biscuit à la main et une blague sur les lèvres. Chapitre 1. Un ménage pas comme les autres. La cuisine de la demeure des Lebrun n'était pas simplement une pièce où l'on préparait le ragoût de boulettes. C'était le centre névralgique d'un univers complexe, régi par une main de fer dans un gant de velours un peu usé par l'eau de Javel. Au centre de ce royaume se tenait Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter toute la province de Québec par un soir de grand verglas. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les rideaux impeccablement repassés, illuminant une fine couche de poussière que Germaine s'empressait de traquer avec la ferveur d'un chevalier en quête du Graal. Germaine maniait son plumeau avec une précision chirurgicale. Pour elle, le ménage n'était pas une corvée, c'était une philosophie de vie, une manière de dire au monde que malgré le chaos ambiant, elle gardait le contrôle. Elle s'arrêta un instant, épongeant son front avec le revers de sa main, et s'adressa à une présence invisible, ou peut-être simplement à l'esprit de la maison. Elle aimait discuter ainsi, partageant ses réflexions avec un public imaginaire qui, au moins, ne risquait pas de la contredire. « Bonjour et bienvenue chez Madame Lebrun », commença-t-elle sur un ton de confidence. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Grand-Papa » À l'autre bout de la pièce, ou plutôt en provenance des profondeurs du fauteuil hérité d'une autre époque, une voix chevrotante se fit entendre. C'était Adélard, le beau-père, un homme dont l'âge exact faisait l'objet de nombreux paris au sein de la famille, mais qui se situait quelque part entre la naissance du chemin de fer et l'invention du pain tranché. « Cela fait 3 jours que je ne dors pas, Germaine, » se plaignit le vieillard en agitant une main squelettique. Germaine ne se laissa pas démonter. Elle continua de frotter le buffet en chaîne. « Allô? Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais